Le cheval plaît beaucoup, c'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Ok. On t'enregistre ? Ouais, ça enregistre. Oh là là, mon Dieu. Salut Orlaï. Salut, pour la 3e fois de la journée. Ouais, c'est pas comme si on avait passé toute la journée ensemble. On est en train de faire un truc très fake, là. Je voulais te dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire de podcast. Oui. 4 du coup, ans. Ça fait 4 ans. J'ai juste écrit 2-3 trucs juste pour commencer cette conversation parce que je sais que ça allait être un peu dur pour nous de nous lancer. Ok. Parce que, comme tu le sais très bien, ça fait des mois et des mois qu'on nous demande d'enregistrer un épisode sur nous. Ouais. T'es d'accord ? Mais là, ce soir, ça va pas être sur nous. Mais on n'a pas envie de faire un épisode sur nous. Parce que franchement, je pense que ça va intéresser personne, qu'on se le dise. Mais il y a quand même quelques semaines, en mars, on a écrit une newsletter dans laquelle on partageait un peu nos doutes et nos angoisses, clairement. Et on a reçu pas mal de messages comme quoi il fallait qu'on raconte un peu tout ça. Et donc, je me suis dit, on s'est dit d'ailleurs ensemble, que pour les 4 ans d'Ayam Equestrian, on pouvait essayer de faire une petite rétrospective, voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis où est-ce qu'on veut aller, surtout, pour le podcast. En fait, c'est un exercice qu'on aurait presque pu faire sans les micros et qu'on va faire avec les micros, donc oui. C'est encore plus dur. Bah, c'est surtout qu'en fait, on le fait à peu près tous les jours. Enfin, on le fait régulièrement. C'est régulier qu'on se parle de tout ça et tout, surtout quand on fait des trajets en voiture. C'est vrai. Donc... on va donc revenir sur les moments forts, ceux qui nous ont marqués, ceux après lesquels on a beaucoup appris, surtout. Ça risque d'être un peu le bordel parce que clairement, c'est pas préparé. On est là, 4 ans plus tard, avec un verre de vin, exactement comme on a commencé. Un petit apéro, sauf qu'on est chez moi ce soir. Et que j'ai pas trouvé de Ubi. T'as pas trouvé de Ubi, mais c'est à peu près pareil. Donc... ma première question, Lo, c'est quel a été pour toi le meilleur moment d'Ayam Equestrian, le moment fort qui a fait qu'il y a eu un tournant à un moment donné? Je pense qu'il y en a eu plein, mais je sais pas. J'ai plein de moments qui me viennent en tête. Après, j'ai l'impression que on a réussi à faire des grands noms et ça nous a vraiment marqués. Et j'ai l'impression qu'un des moments forts pour moi, ça a été le premier Genève. Quand on a enregistré Rodrigo Pessoa, c'était fou parce qu'on avait été en contact avec l'équipe qui s'occupe des sports équestres chez Hermès, qui nous avait proposé de les mettre en relation avec des cavaliers Hermès, donc c'était quand même pas rien pour nous. Et en plus, on était invités en loge, enfin, c'était un truc de fou, on était accrédités, c'était la première année qu'on pouvait être accrédités dans des événements et tout. Et Rodrigo... alors je sais qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on n'a pas fait assez bien le travail et que si c'était à refaire on ferait un meilleur épisode et tout, mais Rodrigo, moi c'est un des grands noms, c'est ma génération, je le regardais à la télé, c'est les premières années d'adolescence où je commençais vraiment à suivre le sport et il était là. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'avec le recul, et ça on peut le dire sur plein d'épisodes, pas tous, pas tous, mais il y a beaucoup d'épisodes qu'on a fait au bon moment. Ça nous a permis d'enregistrer Rodrigo, ça nous a clairement, je pense, ça a été un tournant, mais qu'on aimerait refaire aujourd'hui pour mieux le faire ou le faire différemment. Mais c'est vrai que c'était chouette. C'était chouette. Ça veut aussi dire que, et je pense que c'est vrai, en tout cas, il y a des auditeurs qui nous l'ont dit sur les réseaux, ça veut aussi dire qu'on s'est amélioré. Je veux dire, on n'était pas du tout journaliste, et on s'est lancé dans un truc, au début on préparait à fond, on était à court de questions au bout de 20 minutes parce que des fois on n'arrivait pas du tout à capter l'interlocuteur et tout, et je pense qu'aujourd'hui ça nous arrive plus. Ouais, c'est vrai, mais
Non, c'est vrai qu'il y a eu du chemin qui a été parcouru, c'est clair. Est-ce que tu te rappelles donc, je pense que c'était ça ta question. Est-ce que tu te rappelles la première fois où on est parti enregistrer ? Alors moi, je voulais te dire déjà, les fois où, tu sais, on travaillait au début, quand je t'ai dit, tiens, faudrait qu'on réfléchisse à un projet toutes les deux, puis après on a réfléchi, puis après on a pensé au podcast parce que on en écoutait, que je t'en avais envoyé plein à recommander et tout, et après on allait dans une boulangerie avec nos petits carnets pour rassembler nos idées. J'avais oublié ça. Et on s'était fait une liste de tous les gens qu'on aimerait, genre dans un monde de rêve, enregistrer. Et je pense pas qu'on ait encore la liste. Remarque que j'aimerais trop retrouver cette liste. Je suis sûre que je l'ai encore. Mais honnêtement, je me rappelle très bien des noms qu'il y avait sur cette liste. Je vois. Moi, je me rappelle pas, alors je te laisse les lister. Tu te rappelles pas ? Pas tous. Bah, je vois. En fait, on avait aussi réfléchi en mode. Il y avait d'un côté les noms qu'on voulait vraiment faire, et il y avait les noms qu'on voulait faire tout de suite, parce qu'on avait quand même une stratégie. Malgré tout, il y avait une stratégie. Il y avait une stratégie. La stratégie, c'était de dire, il nous faut quand même des noms, des grands noms, et des gens qui soient aussi influents sur les réseaux. Ouais, c'était la première stratégie. Ouais, pour nous aider à décoller sur le podcast. Et je me rappelle très bien que parmi cette liste, il y avait Jessica Rodriguez. Ça, je m'en rappelle de ouf. Il y avait Thierry, ça j'en suis sûre aussi. Il y avait Pénélope, il y avait Kevin Stott. Il y avait Virginie Coupry. C'est vrai. On s'était vraiment limité aux francophones pour le coup. Je pense pas qu'on ait eu l'ambition à aucun moment pendant les premiers mois de faire des épisodes internationaux en anglais. Non, clairement. Non, mais il y avait une liste qui était bien remplie et aujourd'hui, j'aimerais trop qu'on la retrouve parce que je pense qu'on a casé beaucoup de ces noms. Mais on n'est pas non plus parti de rien, et ça, on se le dit souvent. On avait déjà rencontré des gens dans notre réseau proche. Pourtant, on était personne, on est toujours personne, mais on n'était pas du tout dans le sport de haut niveau, mais on avait quand même des contacts. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir les premiers épisodes. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait... Enfin, honnêtement, je pense que c'est ça qui a fait la force du podcast, c'est qu'on a réussi à aller frapper aux bonnes portes. Et demain, si c'était à refaire, certainement qu'il faudrait refaire les mêmes choix, au départ en tout cas. Non, clairement, c'est vrai, on n'est pas parti sans rien. Et ce réseau-là, en fait, même si le réseau tout de suite nous a pas aidés, enfin, j'ai quand même la sensation qu'on s'est débrouillé toute seule, plus ou moins quand même, pour aller les contacter. On s'est débrouillé toute seule. On a eu la chance que notre famille, principalement notre famille et beaucoup d'amis nous soutiennent parce qu'on avait quand même fait un financement participatif pour payer le matériel. On en avait quand même pour 3 000 €. À l'époque, c'était pas viable de les payer en perso. Et c'est vrai que le crowdfunding nous avait permis, beaucoup nos amis et notre famille quand même, nous avaient aidés et nous avaient soutenus dans le projet. Et ça, c'est fou parce qu'on n'avait rien. C'était un projet fictif, c'était un projet papier. On leur a balancé le projet et ils nous ont financé les 3 000 €. Clairement, je me rappelle. D'ailleurs, j'ai eu un rappel de story, genre il y a pas longtemps, genre il y a 4 ans. Moi aussi. On faisait des stories sur en Facebook. mode voilà notre projet, c'est ça, on va faire ça, ça, ça. Et je sais qu'il y a des gens qui ne pensaient pas qu'on irait vers le haut niveau. Et du coup... ça nous a peut-être challengé. Ça nous a carrément challengé, je pense. Quand on nous a dit, mais vous allez interviewer un tel ou un tel qui étaient des cavaliers genre de niveau régionaux. Ouais, voilà, régionaux. Bien, national, régionaux, mais voilà, c'était pas des cavaliers d'équipe, c'était pas des grands noms et tout. Et aujourd'hui... ça nous a carrément challengé, c'est sûr. Ok, alors je cite les 5 noms qui me paraissent être les plus grands noms qu'on ait enregistrés et tu m'en cites 5. Ok. Alors pour moi, Peder Fredriksson. Bah oui, mais attends, c'est pas du jeu parce qu'on va avoir les mêmes noms, clairement. Mais non, justement. On fait l'une après l'autre. Bah oui, l'une après l'autre. Ok. Bah, Peder Fredriksson, oui. Le tout dernier qui vient de sortir, c'est Henrik Van Eckerman, clairement. Ouais. Nelson Pessoa. Oh là là, tellement drôle cet épisode. Je pense qu'il faut qu'on raconte. Absolument l'anecdote. Et après, on raconte l'anecdote de Nelson Pessoa. Vas-y, finis la liste. On en est à 3. Ouais, on en est à 3. Spontanément. Ah oui. On est que sur les cavaliers ? Ouais. Non, tout le monde. Ouais, les grands noms. Les grands noms. Mais en fait, il y en a eu tellement. Bah, Kevin Stott. Biddy Madden. Oh bah oui, Biddy Madden. Et Ken Farrington. Ah oui, Ken Farrington, incroyable. Non, mais clairement, mais il y en a eu trop. Sophie Dubourg, qui est quand même DTN Michel de Sorg. Michel Sorg. Ouf. Attends, mais... Roger Ibost. Ouais, Bosti. Évidemment. Pénélope. Pénélope, c'est sûr. Marcel Rosier, évidemment. Enfin, franchement, il y en a eu plein. Attends, on a fait qui à Wellington ? Parce que... Eduardo Meneses. Rodrigo.
des épisodes d'histoire. Bernard Courtois. Incroyable. Je sens que je vais me haïr en écoutant l'épisode parce qu'on a oublié des gens qu'on a fait. Mais c'est sûr, il y a plein d'épisodes. Et alors Nelson. Non, mais Nelson, franchement, il fallait vraiment être chronique d'un week-end de dingue pour voir ce qui s'est passé. Donc Nelson Pessoa, ça me pose aucun problème de raconter l'histoire parce que, enfin, il y a pas de gate ou quoi. Ah non, il y a pas de secret. On est arrivé. Alors, en Belgique. Non, en fin fond de la Belgique, tu veux dire. Genre, on avait prévu l'interview, c'était calé, Nelson m'avait reconfirmé telle adresse, telle heure, etc. Et c'était tard, c'était si je me trompe pas, c'était un vendredi. Et on était au mois de décembre. Mois de décembre, il devait être 19h30, 20h. C'est pas super tard, mais bon, il fait nuit plein mois de décembre, bon voilà. On avait rendez-vous dans une écurie. Oui, et on avait notre train après. Un avion qui s'est annulé après. Bon, bref, je sais plus. On avait un moyen de transport. On avait un avion après. Un avion. Et donc, rendez-vous dans une écurie au fin fond de la Belgique. On arrive avec notre petite voiture qu'on avait louée encore une fois. Tout était éteint, quasiment. Tout était éteint. Genre, nuit noire. On arrive, il y a un groom qui nous croise. Et on dit, bah voilà, on vient interviewer Nelson Pessoa. Non, c'est pire que ça. Pas du tout. On arrive et le groom nous dit « Ah, oui, vous venez pour la soirée ?» Oui, tout de suite, voilà. En fait, on dit « On vient voir Nelson Pessoa ». Et là, il nous dit « Ah, vous venez pour la petite soirée ?» Et là, on a fait « Bah non, ok. » Pas de soirée. Pas de soirée. Donc, il nous a amenés jusqu'à un lieu qui était bien une soirée. En fait, c'était l'anniversaire de Nelson Pessoa. Et il avait genre 89 ans, ouais, ce jour-là. Exactement ce jour-là. Et donc, on arrive, petite fête, champagne à gogo. Plein de gens. Nelson Pessoa au milieu de tout ça. Et on arrive et quelqu'un nous reconnaît. Alors, cette personne, c'est la personne qui gère les relations presse et médias de Rodrigo Pessoa, qui nous reconnaît et qui là, arrête toute la soirée pour dire à Nelson, il faut enregistrer le podcast, c'est un gros média. Sauf que enregistrer un podcast avec nous, c'est pas 10 minutes, c'est une heure. Allez, en l'occurrence, ça a été 35 minutes, 40 minutes parce qu'on pouvait pas non plus le tenir en otage. C'était vraiment gênant, très malaisant. Mais la soirée s'est arrêtée. Là, complètement. Au début, ils nous disent, vous pouvez vous mettre là, mais genre en plein milieu de la soirée. Donc là, c'est une des seules fois, je pense, dans la carrière d'Ayamane Kesran où c'est imposé et on a dit... Non, là, ça va pas être possible. Là, au milieu des gens, ça va pas être possible. Donc, ils nous ont monté en haut dans un bureau. J'avais pas de chaise. J'ai enregistré debout. Non, là, il était debout tout le long. Et on nous écoutait surtout. Et genre, on nous écoutait et on nous validait. Tu vois, c'était pas on nous écoutait en mode on écoute, c'était en mode on surveille. Mais franchement, c'était dingue. Mais c'était trop bien. Et d'ailleurs, l'épisode était trop bien. On a donc arrêté la soirée. On a pris Nelson pendant 40 minutes. Le jour de son anniversaire, on a enregistré l'épisode. Et après, on nous a dit, vous voulez boire un coup? Et nous, on a dit, non, on a un avion. Et on n'avait plus d'avion. On n'avait plus d'avion. On a galéré à rentrer. On a fait... Ça, c'est aussi... c'est un peu l'histoire de ce média, c'est que c'est souvent des plans difficiles. On se retrouve toujours dans des endroits pas possibles. Il faut dire qu'aussi au début, le média, il s'autofinance, ça fait partie du modèle économique, mais au début, on n'avait pas non plus beaucoup d'argent. On prenait des Airbnb, des chambres chez l'habitant, on prenait pas un hôtel. On prenait pas un Airbnb tout seul, on prenait une chambre chez l'habitant. Il y a eu plein de fois, on a pris des chambres. Ouais, on a pris des chambres. On essayait, soit on y allait en voiture avec nos fonds à nous, soit on essayait de se faire héberger, de se faire véhiculer et tout. C'était quand même une sacrée histoire. Et du coup, on a toujours plein de galères. On n'est pas du tout les meufs. Si un jour on vient vous interviewer, vous qui écoutez cet épisode, genre on n'est pas du tout hyper organisé, hyper calé et tout. Non, on arrive et souvent on a des galères. Clairement, on a souvent des galères. On peut aussi parler de cette fois où on est parti à Bordeaux. On faisait l'aller-retour dans la journée, donc évidemment pas de valise, rien. Et donc notre avion était censé être à 21h50 et donc nous sommes arrivés à 20h. 50, enfin à peu près une heure avant, on avait rendu la voiture. Dans l'avion était à 21h50. Dans ton esprit, l'avion était à 21h50 et non, l'avion était à 20h50. C'est-à-dire que quand on est arrivé à l'aéroport, avec toujours aucune valise, pas de vêtements, rien, en plein Covid, parce que c'était la période Covid où on avait le droit de se déplacer parce qu'on faisait partie, c'était notre activité professionnelle. Donc l'avion est parti sans nous et nous n'avions plus de voiture. Et pour ceux qui connaissent l'aéroport de Bordeaux, il n'y a rien autour en fait. Clairement, on a vu décoller l'avion devant nos yeux. C'était horrible. Lorelai sait à quel point, sur ces coups-là, je peux être un peu précieuse. On a pris un hôtel
du chien, clairement. On a dormi, on a dormi. Mais c'est là qu'on est complémentaires. C'est que le lendemain, elle m'a fait... Lorlaï a pris un blablacar Lorlaï a pris ce qu'elle pouvait pour qu'on rentre. Mais elle m'a pas dit le blablacar. Elle a fait genre, on a un blablacar demain matin. Je fais putain, trop bien, on rentre jusqu'à Lyon-Bordeaux en blablacar, génial. Enfin, il faut savoir qu'on était en plein Covid, il y avait 0 train, il y avait 0 blablacar, il y avait rien. Et là, on se lève à 5h du matin. Et je vois quoi? Une sorte de petite Twingo des années 60 à 4 places. On était toutes les deux derrière et je sais pas combien de temps on met normalement pour faire Bordeaux-Lyon, mais je pense qu'on a mis 10 heures à faire Bordeaux-Lyon en voiture. Mais c'est là qu'on est complémentaires, c'est que dans ces moments-là, toi tu pleures. Ah grave, je pleure. Et moi je cherche des solutions. Ouais. Non, par contre c'était épique, mais c'est des trop bons souvenirs en fait, c'est des trop bons souvenirs. Et des histoires comme ça, on en a des milliards. Et alors, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Je crois pas, non. Je crois pas parce que ça nous a amenés ici. Il y a des choses que je changerais, il y a des choses que je regrette. Par exemple, des moments dans des épisodes où on n'a pas trop su s'imposer et on s'est retrouvé avec des qualités d'épisodes qui étaient un peu moindres parce qu'on n'a pas osé dire genre l'aspirateur, no way. Enfin voilà, donc ça c'était dommage. Des moments là de production, on se dit bon bah voilà, cet épisode il était clairement, il y a des moments inaudibles et franchement ça faisait chier clairement. Il faut aussi dire qu'on souffre d'un syndrome de l'imposteur de ouf depuis le début. Et c'est aussi pour ça qu'on s'impose pas des fois. C'est qu'il y a plein de moments où genre ça va pas, l'endroit ça va pas, le bruit ça va pas, où la personne elle parle pas en face du micro et en fait on dit rien. Ça nous est arrivé encore il y a 3 semaines. Ouais c'est clair. C'est vrai. C'est super dur parce que on n'est pas journaliste, parce que des fois c'est des gens qui nous impressionnent un peu, parce que des fois l'ambiance c'est pas non plus des fois on sent qu'on prend de leur temps et tout, et bien, même s'ils le font bien volontiers et avec beaucoup de bienveillance, on se sent pas non plus de leur dire ah attendez il faudrait refaire parce que là ça va pas, etc. Non mais clairement. Après par contre dans le déroulement d'Ayam Ekestrian, les choix qu'on a fait, les épisodes qu'on a tournés, non. Enfin, moi, je changerais rien. Chaque invité nous a amené au prochain. À chaque fois qu'on a voulu faire, quand on a voulu faire Peter Fredriksson ou Bitsy Madden ou Ken Farrington, on a dit, voilà, on a interviewé telle personne. Ça nous a carrément ouvert des portes. Après, voilà, évidemment qu'on peut toujours changer des choses, mais non, moi, je regrette rien. Et toi, ce qui est dingue aussi, c'est de se dire qu'il y a plein d'invités qui nous ont aidés pour les invités d'après. Déjà, il y a des invités qui nous ont dit qu'ils avaient écouté nos épisodes. Je pense à Kevin, je pense à Grégory Watley. Quand Grégory Watley te dit ah bah celui-là je l'ai écouté, c'est, enfin moi je suis à chaque fois j'ai plus de mots en fait, j'arrive pas à répondre. Et Kevin notamment nous a conseillé et nous a mis en relation avec Julie Ulrich, qui était quand même un épisode incroyable. Ouais, carrément. Non mais carrément. Et moi j'ai envie de mentionner quelqu'un parce que pour moi c'est hyper important. Il y a une personne qui nous a énormément aidé, c'est Thierry Rosier. Je tiens à le mentionner parce que franchement cet épisode-là c'est le tout premier qu'on a enregistré. Alors, c'était très dur. Il est sorti en 2e mais c'était le premier. C'était très dur. On arrivait à Bois-le-Roi, genre à l'espace Rosier, on n'était jamais allé là-bas et on a Thierry Rosier qui est à notre micro et qui est trop sympa. Qui était au top de sa forme, qui allait gagner la Baule juste après. L'épisode a été diffusé le mercredi, l'avant-veille où il gagne, où il fait double sans faute dans la Coupe des Nations à la Baule. C'est incroyable. Et en fait, il a lancé le podcast. Et surtout, après ça, il nous a toujours aidés. Quand il a fallu faire un live pendant le confinement, il l'a fait. Vrai. Quand on a fait une vidéo à Oliva pour faire la promo de Marcel Rosier, il l'a fait. Quand il a fallu parler de nous, il l'a fait tout le temps. Et franchement, Thierry, nous donner des contacts aussi. Carrément. Et Thierry, il a été vraiment clé dans ce podcast. Et ça... Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te rend grave contente ou fière? Tu vas me dire l'adjectif. Le nombre de numéros qu'on a dans nos téléphones, grave, c'est un truc de... Notre répertoire, c'est un truc de dingue. Moi, je suis trop contente. Genre, à chaque fois, même si c'est genre toi qui lui écris, je dis envoie-moi le numéro. C'est vrai. Je suis juste trop contente d'avoir Ken Farrington dans mon téléphone. C'est ouf. Non, ça, et c'est clair. Le moment, non mais ça c'est des trucs de dingue. Le moment où ton téléphone sonne et tu vois marqué WhatsApp Ken Farrington. Et le moment, ça il faut qu'on en parle. Le moment où mon téléphone sonne et je vois Eric Navet, il est genre 21h, je suis chez moi. Eric Navet, on n'a pas cité Eric Navet, incroyable. Ouais. Et donc là il m'appelle. Ouais. Moi je réponds, on avait enregistré, on avait passé un moment incroyable avec Eric Navet à Wellington et donc on rentre en France et genre 2 semaines plus tard, Eric Navet m'appelle.
Et donc là déjà, imaginez-vous, vous êtes chez vous en train de regarder la télé, genre soirée pourrie quoi, et soudainement un appel d'Éric Navet, on est resté peut-être 25 minutes au téléphone, on a discuté donc de son épisode parce que en fait Éric à cheval et Éric dans la vie c'est le même, c'est-à-dire est-ce que c'est assez bien, est-ce que j'aurais peut-être dû dire ça et peut-être que les gens vont pas vraiment comprendre l'intention de mon message et j'ai oublié de mentionner un tel, et ça c'était très important d'ailleurs pour Éric, on a rajouté. Il nous a envoyé des notes vocales pour rajouter les gens qui étaient avec lui dans les équipes à chaque fois qu'on a parlé d'un palmarès ou d'un succès. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a mentionné une médaille ou un championnat, il a voulu rajouter, il a tenu à rajouter, et c'était hyper important pour lui, tous les chevaux et les cavaliers, donc cavaliers et chevaux, qui étaient présents avec lui dans l'équipe. Il y avait beaucoup de notes vocales. Il y avait vraiment beaucoup de notes vocales. Mais non, Eric, c'était un truc de fou. C'était génial, Eric. Il était vraiment trop sympa. C'était fou. Et... je me rappelle, après avoir enregistré, on parlait. Enfin, ça, c'est un sujet. Trop sympa. Il y a plein de moments qu'on n'a pas captés, qui sont pas dans les épisodes et qui se sont passés après l'enregistrement. Genre, triste. On appuie sur off. Et là, il se passe un truc. Ouais, de ouf. Genre, après, c'est aussi normal. Enfin, il faut quand même savoir, et moi, ça me dérange pas non plus de le dire, qu'il y a aussi beaucoup d'invités qui sont obligés ou qui ont fait du politiquement correct aussi. Pas sur tout, sur certaines questions, certains passages, voilà, pour des raisons ou pour d'autres. Mais c'est vrai que du coup, quand nous, on appuyait sur off, on faisait genre, et alors? Non, et puis, ou des invités qui... Parce que l'image publique, elle est super dure à entretenir. Non, parce mais que c'est pas le public... une critique. Non, mais bien sûr, c'est pas une critique, parce que moi, je comprends, mais le public est dur aussi. Quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le public est dur. Et ça, je pense... Alors, peut-être que les auditeurs seront d'accord ou pas d'accord avec nous. D'ailleurs, ça m'intéresse de le savoir, mais je pense qu'on a vraiment mis un point d'honneur à essayer de ne pas juger dans les épisodes et à essayer d'être ouverte et bienveillante sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un procès, on n'est pas là pour mettre les invités face à un mur et pour les mettre en face de réalités qu'ils n'ont pas envie de traiter. Et ça, moi, je veux le dire parce que, en fait, il y a une question qui revient beaucoup dans nos épisodes, parce que vous l'aurez remarqué, il y a quand même un fil rouge dans les épisodes d'Aniamone Equestrienne. Ouais. La question, c'est le global, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, oui, forcément que la question, elle est un tout petit peu orientée de notre part, mais pour le coup, on laisse vraiment, clairement, on laisse toujours la liberté à nos invités de dire ce qu'ils pensent, et surtout, il y a eu plein de fois où les invités nous ont dit « mais moi, je suis pour le global, je trouve que c'est un super circuit, etc., pour plein de raisons sur lesquelles, moi, je suis complètement d'accord. Honnêtement, je pense que c'est un circuit dont on discute beaucoup. Il y a les pour, il y a les contre, et on a toujours été hyper ouverte d'esprit, on leur a toujours laissé la parole là-dessus. Alors c'est sûr, quand on pose la question, on a eu des gens... En général, les auditeurs, ils rigolent. Ouais. En général, les interlocuteurs, ils rigolent. Les interlocuteurs rigolent. Ils arrêtent 2 secondes, ils réfléchissent et ils disent « Ok, c'est bon ». Et voilà, mais on n'est pas du tout là pour les piéger. D'ailleurs, ça a été vraiment dans notre ligne éditoriale. On n'a jamais voulu faire le buzz, on n'a jamais voulu faire dire des choses. On n'a jamais exploité non plus les choses qui pouvaient faire le buzz. D'ailleurs, on a même coupé des choses qui auraient pu faire le buzz. D'ailleurs, on a censuré 2 épisodes quand même, qu'on mentionnera pas, mais je veux dire, il y avait des propos qu'on n'avait pas du tout envie de diffuser, parce que justement, c'était orienté, ou en tout cas, c'était accusateur pour d'autres personnalités des sports équestres, et qu'on n'a pas du tout envie de porter ça, en fait, tout simplement, on n'avait pas envie de le diffuser. Et on a prévenu les invités, non, il y a un invité qu'on n'a pas vraiment prévenu, mais on a coupé un petit passage, et un invité qu'on a prévenu qui n'était pas forcément content, parce que forcément c'était ça altère son discours, entre guillemets. Ça n'altère pas son discours, mais ça altère sa vision. Ça altère sa vision et son histoire. Mais en tout cas, c'était très important pour nous de ne pas diffuser ça. Ça, c'est vrai qu'on a quand même souvent à la rigolade, mais genre, et vous voulez pas lui demander avec qui il sort, ou des trucs comme ça, ou alors vraiment aller sur des sujets d'actu qui peuvent aussi faire le buzz, et ça, on n'a jamais voulu le faire. Non. Donc... Mais ça, je trouve c'est cool qu'on ait fait ça. Je pense que c'est vraiment l'identité du podcast. Et en tout cas, c'est quelque chose que moi, je voudrais conserver. Et si c'était à refaire, je voudrais faire exactement pareil. Je voudrais pas du tout avoir un parti pris justement sur aucun sujet. Même si, on le sait, et je pense que de toute façon, ça transpire, ça se ressent même dans nos propos. Je pense qu'on a des positions qui se ressentent. Mais pour autant, on essaye, en tout cas, je pense qu'on y arrive, mais on essaye de respecter celle des autres. Et on s'en inspire, malgré tout. Ça, c'est un autre sujet, mais on a été énormément influencé à titre perso par les épisodes. Ça, c'était une de mes questions, tu vois, j'en avais pas préparé beaucoup, j'en ai préparé 3, mais
justement, ça, est-ce que... bon, évidemment, ma question est complètement orientée, je connais ta réponse, mais est-ce que tu as appris suite à tous ces enregistrements, suite à tous ces épisodes ? J'ai appris 1 million de choses. Mais même, techniquement, mais même dans la philosophie, dans la façon de gérer, etc. Je pense qu'on a beaucoup évolué aussi parce que on est des jeunes adultes, mais on passe aussi dans un monde plus adulte que ça encore, etc. Mais il y a plein de sujets qui nous ont fait évoluer. Moi, j'ai fait des essais. J'ai fait des essais parce que j'ai entendu des choses, j'ai modifié plein de choses. Honnêtement, j'allais parler de ça tout à l'heure aussi, la discussion avec Benjamin Ayot, qui a aussi duré jusqu'à 2h du matin. Il faut se dire qu'on a commencé l'enregistrement à 11h30, minuit, ça a duré 1h30, et on a encore parlé pendant 1 heure dans les couloirs de Bordeaux. Et derrière, moi, j'ai vraiment vu les choses autrement. Et on a été confinés juste derrière. Et d'ailleurs, j'ai envoyé mon cheval en confinement auprès parce qu'à ce moment-là, les propos de Benjamin... qui disait que c'était comme si nous on était enfermés dans un WC toute la journée et en plus avec personne, quoi. Ça me résonnait encore dans la tête et je m'étais dit c'est pas possible que le cheval reste à l'écurie et qu'il fasse genre 1 heure de paddock ou 1 heure de marchand dans la journée, ça n'existe pas. Non mais ça clairement on a hyper évolué et je pense pour plein de raisons, parce qu'on a vieilli aussi, mais faut quand même savoir, et j'ai eu cette discussion le jour avec une copine, à l'époque on ne sortait pas nos chevaux le lundi qui rentrait du concours, le lundi post-concours. Ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps, non mais attendez, attention, il y a longtemps, mais dans notre esprit, et attention, je veux pas être jugée, mais c'est la vérité, genre dans notre esprit, le lundi en rentrant du concours, c'est bon, ils sont fatigués, ils peuvent rester au box. Et en vrai, je me dis, mais c'est tellement une hérésie, déjà c'est une hérésie de se dire qu'un cheval peut faire une journée de boxe, aujourd'hui, moi je pourrais plus du tout penser comme ça. Mais en plus, le lendemain du concours, bref, il y a eu tellement de choses. Et en effet, cet épisode de Benjamin Ayot, il nous a carrément repoussé dans nos retranchements. Toi, t'étais vraiment mal. Moi, j'ai été hyper brassée par cet épisode parce que je me posais déjà ce genre de questions. Tu te remettais beaucoup en question et t'avais l'impression d'être accusée, non pas directement, mais en tout cas, tu t'es remis en cause. Je me disais, mais c'est horrible ce que je fais vivre à mes chevaux. C'est horrible, je suis une personne horrible et tout. Et du coup, c'est vrai que c'était dur. Franchement, pour moi, ça a été très, très dur cet épisode. Mais il a fait totalement changer ma vision des choses. Épisode, moi, Alors, 2 épisodes qui m'ont beaucoup influencé, mais qui se rejoignent, en fait. Quelque part, j'ai l'impression que c'est les mêmes, juste dans 2 langues différentes. C'est Kevin et Kent. Kevin Stott et Ken Farrington. Parce que tous les deux... Parce que Kevin, il disait dans l'épisode un truc qui, moi, m'a beaucoup parlé parce que je me sentais touchée par ce sujet. Il disait, en fait, il y a plein de gens qui attendent de pouvoir payer le coach mental à 200 € la séance pour travailler sur leur mental. Et moi, à ce moment-là, c'était, si tu regardes bien, c'est... il y a 2 ans à peu près, je crois. C'était pile l'année où j'avais les chevaux qui allaient bien, mais j'étais pas très... J'ai jamais été très sereine en piste et tout. Je commençais à être un peu plus toute seule au concours parce que mon coach pouvait pas forcément venir avec moi. Et je me suis dit, putain, en fait, il faut que je me prenne en charge. C'est-à-dire que, en fait, on peut être autonome sur tous les sujets. Et j'avais acheté des livres et tout. Et ça s'est retrouvé dans ce que Ken Farrington nous a dit cet hiver à Wellington, où il disait en fait on peut observer, on peut apprendre même sans monter à cheval quand on n'a pas la possibilité, comme c'était le cas pour lui quand il était enfant, de prendre des cours, de se faire encadrer par les meilleurs coachs de Wellington. Et on peut aller regarder les autres en stage, aller regarder les vidéos, passer les ralentis, au final apprendre comme ça. Moi, je pense que c'est 2 des plus gros enseignements qui m'ont marqué. Moi, l'enseignement, je crois qu'il m'a... L'enseignement, la façon de voir les choses qui m'a le plus marqué, on l'a retrouvé dans beaucoup d'épisodes, et notamment dans un qui m'a marqué et qu'on a énormément cité dans le podcast, c'est quand Laurent Guillet nous avait dit au tout début, quand on n'avance pas, on recule. C'est vrai. Et moi, c'est vrai que c'est une forme de résilience, en fait, de dire ça. C'est aussi de se dire, quand on échoue et quand on tombe, il faut toujours savoir se relever aussi. Ça va un peu dans le même sens, en tout cas dans mon esprit. Et toujours arriver à aller de l'avant, à suivre le train, à se relever d'un échec, etc. Et ça, c'est des enseignements qu'on a retrouvés dans beaucoup d'épisodes, et notamment dans celui de Laurent, et qui m'a beaucoup marqué. Est-ce que tu arrives à te souvenir à quel endroit de ta vie t'étais quand on a commencé à enregistrer? Et pour faire... Oui, mais si tu arrives à transposer, est-ce que tu peux refaire l'évolution? Oui. Oui, bien sûr, je me rappelle parce que... ça a été marquant pour moi, ce podcast, la décision qu'on a prise. Je sais pas quel jour c'était ce jour-là où on a pris un verre dans ce bar et qu'on a eu cette idée, mais elle a changé ma vie. Et c'est vrai, je pèse mes mots, parce que j'étais vraiment dans une phase très, 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 très compliquée psychologiquement. Je venais de vivre le plus gros échec de ma vie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je venais de rater le concours d'entrée à l'école des avocats. C'était la première fois que je ratais quelque chose concrètement.
Enfin, quelque chose dans ma vie professionnelle, entre guillemets. Et du coup, ça a été très dur. Et je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Honnêtement, j'étais en énorme remise en question. Et quand on a pris cette décision, en fait, ça a tout changé. Parce que tous les choix qu'on suivi, ils ont donné une direction à ma vie professionnelle et personnelle. Et ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais j'étais dans un état perso pas bon, clairement. Je ne savais pas où j'allais. J'avais une ligne directrice, mais je savais plus vraiment si je devais la suivre ou pas. Et aujourd'hui, mais il s'est passé tellement de choses, parce que là, on parle du podcast, mais il y a eu l'agence, Éclat Agency, qu'on a créée. Et aujourd'hui, où on en est, enfin, je dis pas, on n'est pas coté au CAC 40, ça c'est sûr, mais je veux dire, on structure les choses, on a créé des choses, on travaille avec des clients, on fait du chiffre, on travaille tous les jours, on a un bureau, on a une équipe, et... Enfin, c'est ouf. Hein. Tu sais, dans un des premiers pitchs, quand on a créé le podcast, on disait qu'on allait interviewer tous les gens qui ont réussi à faire de leur passion un métier. Du coup, est-ce que tu penses que tu as réussi à faire de ta passion un métier ? Est-ce que tu penses que tu vis de ta passion ? Là, aujourd'hui, c'est comme ça que tu le dirais ? Ouais, je vis ma passion à travers ce podcast. Je vis de ma passion parce que j'adore ce que je fais. Il n'y a pas un matin où je me lève et j'ai pas envie d'aller au bureau, où j'ai pas envie de travailler, où je me dis putain mais quel métier de merde. Jamais ça ne m'arrive. Jamais. Mais ma passion, ça restera toujours les chevaux. Et franchement, et plus ça va, et plus j'avance, et plus je me rends compte que je suis passionnée par l'animal, je suis passionnée par le sport. Et c'est vrai que j'adore ce que je fais, mais j'adore quand c'est rattaché au cheval. Voilà. Mais clairement, je vis de ma passion. Enfin, et c'est pour ça que ce podcast, il est tellement important pour moi. Et tu le sais, enfin, c'est parce que ça nous rattache toujours plus à ce qu'on aime. Et voilà, mais oui, je vis de ma passion et j'adore ce que je fais et je suis tellement heureuse. Je suis d'accord. Et aussi parce que, enfin, toi comme moi j'ai abandonné l'idée de monter à cheval professionnellement le jour où un de mes coachs, j'avais 14 ans, je crois, je sautais des épreuves à 1m20 et il m'a dit t'as 14 ans, tu sautes des épreuves à 1m20, mais en fait, laisse tomber, à cet âge-là, ils sautent déjà des B1, les gens qui vont faire ça pro. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, bah en fait, je peux pas faire ça, donc il va falloir que je fasse autre chose, donc il va falloir que je fasse des études et quelque part, j'ai quand même eu le regret pendant longtemps. Maintenant, je regrette pas parce que la vie m'a amenée ici. Et je suis très très contente que tous ces chemins et tous ces choix que j'ai pris m'aient amenée à être là où je suis aujourd'hui. Mais ça a été dur quand même parce qu'en fait, j'ai nourri l'ambition et le rêve pendant longtemps quand même. Non mais complètement. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que moi j'avais un besoin de reconnaissance. Mais ça, on se l'est beaucoup dit. J'avais un vrai besoin de reconnaissance. J'avais l'envie profonde de faire partie de ce milieu. De faire partie de ce milieu et d'être reconnu dans ce milieu. Alors, je dis pas du tout qu'on est reconnu aujourd'hui, mais on a trouvé notre place dans ce milieu. Voilà, quelle qu'elle soit. Peut-être qu'elle est toute petite, mais en tout cas, c'est une place. On a trouvé une place qu'on n'avait pas, que j'avais pas, et je ne savais pas comment intégrer ce milieu. Et quand je dis le milieu, c'est le sport, et quand même le sport de haut niveau, parce que c'est toujours ce qui m'a interpellée. Et voilà, et il fallait absolument que je trouve ma place dans ce milieu, et c'est grâce au podcast qu'on l'a fait, ça c'est sûr. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour plus ? Parce qu'on a eu plein d'opportunités grâce à Aimé Kestrian. D'abord, on a collaboré avec Lépron, c'était incroyable. Ensuite, on a été sollicité un petit peu par Cheval TV pour faire des commentaires, des preuves à la télé. C'était vraiment une très très belle expérience. Je sais que toi comme moi, on a vraiment adoré et qu'on adorerait d'ailleurs, si quelqu'un nous écoute, réitérer l'expérience. On a collaboré avec l'organisation du CHI de Genève, etc. Toi, dans un monde idéal, t'aimerais que Aimé Kestrian évolue dans quelle direction ? En tout cas, dans un monde idéal, si tu devais faire le portrait du média tel que tu le rêverais, ce serait quoi ? C'est super dur parce qu'en fait, on a eu cette discussion pour être aussi totalement transparente. On est accompagné depuis quelques semaines par une consultante qui s'appelle Pauline et qui sans doute écoutera cet épisode et qui nous a posé la question, qui nous a dit où est-ce que vous voyez le podcast à long terme, donc dans 5 ans. Et ça, c'est trop dur. Franchement, c'est trop dur parce que moi, j'ai toujours eu une angoisse depuis qu'on a lancé le podcast et je l'ai encore et parfois, ça m'empêche de dormir. Je me dis toujours, et quand on aura fait tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc oui, on en a plein des idées, des projets, on a des nouveaux formats qu'on veut développer. Il y a plein de choses à faire. Je n'arrive pas à savoir, et là-dessus, je vais être encore une fois très transparente, je n'arrive pas à savoir
comment est-ce qu'on peut plus développer le média ? Alors, moi, c'est une autre question. Je me demande pas comment on peut plus le développer. À la rigueur, on a des projets et tout. Oui. Moi, je me demande jusqu'à quand il ne va pas lasser les gens, en fait. Est-ce qu'il y a un moment où ça devient redondant ? Est-ce qu'on aborde toujours les mêmes sujets ? Est-ce qu'à force de ne pas prendre de parti pris aussi, qui est notre position, on n'est pas trop superficiel quand on aborde des sujets difficiles, etc. Est-ce qu'il va falloir qu'on s'engouffre plus dans les brèches ou est-ce que les gens vont se lasser ? Enfin voilà, ça c'est une question aussi que je me pose, parce que moi je voudrais, on aborde le 100e épisode, et pour cet épisode-là, on a une idée, pour l'instant elle n'est pas encore validée, mais on a une très belle idée, mais et après, en fait, une fois qu'on a fait les numéros 1 mondiaux, c'est une vraie question. Et l'autre sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour partir plus à la rencontre d'autres acteurs que le saut d'obstacle, alors que vu que notre modèle économique repose sur des partenariats avec des marques, des institutions qui permettent en fait de payer un espace publicitaire au début de l'épisode, et que ces marques et ces institutions-là ne se battent pas clairement pour avoir des épisodes sur d'autres sujets que le saut d'obstacle, c'est très dur. Aujourd'hui, on a un épisode, et je dis ça parce qu'il y a une auditrice qui nous a écrit il y a pas longtemps, on a un épisode en anglais avec un dresseur qui est vraiment bien, c'est un dresseur qui a fait plusieurs fois championnat, jeux, etc. C'est vraiment un épisode incroyable. Quand on l'a enregistré... C'est un des meilleurs épisodes qu'on a enregistré. C'est un des meilleurs épisodes qu'on a enregistré. Nous, quand on est ressorti, on s'est dit « Waouh, c'est ouf !» Et on n'arrive pas à le vendre, et on l'a enregistré avec Ita, donc début novembre. Aujourd'hui, on est presque fin avril, et on n'a pas de partenaire, donc on va le sortir sans partenaire. Mais ce qui veut dire que, vu qu'un épisode, c'est entre 15 et 20 heures de travail quand même, un épisode individuel, en tout cas en anglais, c'est bien 20 heures de travail, avec le doublage, la traduction, toute la communication qui va autour et tout. Et ben en fait, c'est 20 heures de travail bénévole, et c'est difficile, parce que autant à l'époque Ayamine Kesran pour nous c'était presque un loisir, autant aujourd'hui il fait partie d'Éclat, de notre agence, et notre agence c'est elle qui nous rémunère, notre salaire est versé par Éclat. Non mais je sais, enfin bien sûr que je le sais, mais je suis totalement d'accord avec toi, et là-dessus c'est là qu'on sollicite nos auditeurs, et c'est là-dessus qu'on les a sollicités dans notre newsletter il y a quelques semaines. On a eu pas mal de retours, et souvent les retours qu'on a, c'est drôle parce qu'ils nous proposent des idées qu'on a et qui sont un peu dans les tuyaux. Et après, moi ce que je pense, c'est que peut-être Ayamine Kesran ne vivra pas des années encore. Enfin, c'est une possibilité. Je dis pas du tout que Ayamine Kesran durera 4 ans, pas du tout, mais peut-être qu'il durera pas encore des années. Mais je crois qu'il y aura des opportunités. En tout cas, il faudra qu'on se les crée, comme on se les est toujours créés d'ailleurs, et il faudra les saisir, et voilà. Et peut-être qu'on aura des gens qui nous rejoindront et qui nous permettront... Voilà, c'est dur de dire comment est-ce que je vois le podcast dans 5 ans, c'est super dur honnêtement, mais déjà, il a 4 ans. Enfin, il a 4 ans, et le jour où on l'a créé, on le voyait pas dans 4 ans, honnêtement. Enfin, moi, je pensais qu'on allait faire ça 6 mois, 9 mois... 1 an, aller à tout casser, et voilà. Et aujourd'hui, on a développé Ayamine Kesran en anglais, donc il y a quand même un objectif, c'est aussi de développer les épisodes anglophones, beaucoup plus. Et d'atteindre une audience internationale. Donc voilà, mais ce qui est difficile aujourd'hui, et ça on se le répète tous les jours, et on vous le dit là dans cet épisode, c'est qu'on manque de temps. On aimerait que nos journées fassent 72 heures, on aimerait avoir 4 mains au lieu de 2, et voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on se structure à l'agence, qu'on recrute, qu'on crée une équipe. C'est pour privilégier Ayamine Kesran, qu'on a beaucoup délaissé aussi ces derniers temps, même s'il y a toujours eu des épisodes de manière régulière. Toute la communication autour du podcast qui est essentielle et indispensable, on l'a délaissé, enfin, c'est une réalité. C'est pour ça. Et la deuxième, déjà parce que c'est vrai, on travaille énormément, c'est quasiment 7 jours sur 7. Il n'y a pas un week-end où on ne travaille pas du tout. Alors, je dis pas, des fois, on fait le minimum, strict minimum requis, mais il y a aussi beaucoup de week-ends où on travaille beaucoup plus que prévu, des soirées et tout. Mais on a aussi fait le choix de privilégier notre vie sportive et de se dire qu'on avait un cheval, au moins un, enfin voilà, à monter tous les jours, et que c'était hyper important pour nous. Ça fait partie d'un équilibre, donc ça veut dire qu'entre la vie sportive et la vie professionnelle, il y a plus de temps en face quasiment. C'est ça, mais bon, on va peut-être pas rester que sur le négatif. Non, mais c'est aussi négatif, non, mais c'est pas négatif, mais c'est aussi pour expliquer aux gens qui nous ont écoutés, parce qu'il y a des gens qui nous ont écoutés au début qui nous écoutent plus. Il y a des gens qui étaient très investis, très engagés sur les réseaux aujourd'hui qui le sont un peu moins, aussi parce que nous on l'est un peu moins. Ouais. Mais c'était on a des gens qui nous découvrent aujourd'hui. Voilà. Aussi. Mais c'était aussi pour expliquer aux gens que en fait les messages qu'on reçoit, les partages, les commentaires, les étoiles sur Apple Podcast, c'est et hyper tout, important.
C'est hyper important. C'est juste hyper important. Nous, on a l'impression souvent de quémander, mais il faut se rappeler que c'est un média qui est qui est gratuit. On va le rappeler. Voilà, non mais je veux dire, c'est un média qui est gratuit. Et nous, on essaye de se rémunérer à travers les modèles économiques, mais c'est pas toujours facile. Il y a plein de fois où on vend pas du tout les épisodes le prix qu'il faudrait pour pouvoir couvrir notre travail, etc. Et donc, en fait, on a besoin de grandir. En fait, pour que le podcast soit pérenne et se développe, on a besoin de grandir. Pour grandir, on a besoin d'être encore plus visible, encore plus connu. Et pour être encore plus connu, on a besoin de vous. Clairement. Non, mais c'est hyper important de rappeler ça. On n'a jamais communiqué publiquement là-dessus. On l'a fait en message via des gens qui nous écrivaient, mais c'est un média gratuit. Et c'est le seul, dans les sports équestres, média gratuit qui existe. Enfin, média à part entière. Parce qu'il y a des sites, des blogs, des réseaux sociaux, etc. Nous, on vous propose des épisodes d'1 heure en moyenne, complètement gratuit de A à Z. Et d'ailleurs, à un moment donné, on s'était posé cette question. Est-ce qu'on s'était dit, au bout de 30 minutes, on demande aux auditeurs ou alors de payer. Les meilleurs épisodes, on les rend privés, avec des personnes qui seraient abonnées. Et on a décidé de ne pas le faire. Parce que c'était important. C'est une formule qu'on n'a pas du tout envie de faire. Mais il y a une vraie question économique et financière derrière quand même. Je me demandais, Ok, je change de sujet. T'es prête? Je suis prête. Sauf si t'as envie de rajouter quelque chose. C'est bon. Je me demandais si le fait d'avoir été beaucoup plus immergé dans le monde de haut niveau, ça t'avait fait... ça avait déprécié ton image de haut niveau. Est-ce que tu penses que t'es moins admiratif, que tu vis moins avec des étoiles dans les yeux quand tu vois un Grand Prix, parce qu'on a aussi découvert les rouages, les ombres du sport de haut niveau? Alors oui, je suis beaucoup moins les étoiles dans les yeux, c'est vrai. Surtout quand j'entends, ça nous arrive hyper souvent d'être en train de regarder un Grand Prix ou une épreuve, d'avoir des petites gamines de 20 ans, ce qui nous paraît vraiment jeune, à côté de nous dire « Waouh, c'est un tel ou un tel, waouh, je suis tellement admirative maintenant. » Et nous, on fait genre « Ouais, enfin oui. » Mais après, donc oui, il y a ce côté-là où je suis moins admirative que je pouvais l'être, où j'étais plus naïve, je pense. Mais par contre, je suis toujours très admirative de ces cavaliers qui ont une vie franchement pas facile. Enfin, ça, c'est un truc qu'on a entendu beaucoup dans nos épisodes. Dans ce sport, on gagne tellement moins que l'on ne perd. Enfin, on perd tellement plus que l'on ne gagne. On perd 95% du temps et on gagne 5% du temps. Et c'est un sport qui est dur. Moi, je gagne beaucoup moins que 5% du temps. Non, mais d'accord, mais je me replace à hauteur du haut niveau. Du coup, c'est d'autant plus dur pour moi. Non, mais c'est quand même une vie qui est compliquée et que moi, je les admire pour ce qu'ils font. Je les admire pas tous. Je pense qu'il y a toute une partie où c'est pas que je suis déçue, mais je suis beaucoup moins naïve. Et quelque part, ça me gêne parce que je voudrais que les ombres n'existent pas ou moins. Il y a toute une partie, notamment sur tout le bien-être du cheval, où j'interroge beaucoup plus le sport qu'avant. Aussi parce que dans mes expériences, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait aussi m'interroger beaucoup plus sur l'utilisation qu'on fait du cheval pour le sport, notamment. Mais par contre, je pense que j'ai aussi pris la mesure du travail, du mental, des sacrifices, de la résilience qu'ils avaient en les observant et en les écoutant. Et je pense que j'ai pris la mesure de la difficulté d'atteindre le niveau. C'est pas juste avoir un bon cheval, c'est pas juste monter un peu bien, c'est tellement plus que ça. Et ça, j'en avais pas conscience, mais en tout cas pas autant. Non. Alors moi, je pense pas que j'en avais pas conscience, mais par contre, je suis d'accord avec toi sur... Il y a tellement de choses que j'aimerais qui n'existent pas, clairement. C'est des sujets qui sont tellement compliqués et d'ailleurs qu'on aimerait bien aborder dans un format d'I Am an Equestrian. Mais est-ce qu'en faisant ce genre de format, on va changer les choses ? Non, je ne crois pas. Mais par contre, on peut ouvrir les esprits, on peut pousser les gens à se questionner, etc. Et je pense que peut-être, d'ailleurs, pour revenir à ta question d'avant, peut-être que c'est là où doit aller aussi I Am an Equestrian. Donc voilà, mais je suis d'accord avec toi, on est beaucoup moins naïve. J'ai lu il n'y a pas longtemps du tout, sur une story de Noël Floyd, donc qui est une journaliste, blogueuse, influenceuse du monde des sports équestres aux États-Unis, qui a un média qui est devenu une plateforme, enfin qui est devenu énorme. Et elle disait, quand j'ai commencé le blog, à l'époque elle écrivait, elle faisait des photos en concours, elle disait, j'ai commencé en me disant j'aimerais un jour que mon travail puisse apporter sa pierre à l'édifice au monde des sports équestres et le rendre un peu plus beau.
Et ben ça c'est une des ambitions je pense qu'on a, enfin en tout cas que moi je nourris, c'est me dire que j'espère que I Am Unique et Skyline aura au moins pour 1% de nos auditeurs, et ce sera déjà très bien, permis d'accéder à un monde, de rêver un peu, d'apprendre, de progresser, de comprendre et finalement de pratiquer j'espère un meilleur sport. Ouais, plus juste. J'espère. Si je change de sujet, s'il y avait une question qu'on a l'habitude de poser dans le podcast, que la question sur laquelle tu attends des réponses impactantes, voilà, ce serait laquelle? Et peut-être celle que tu aimerais poser ou qu'on te pose. Ce serait la question du pacte social qui fait qu'on a encore le droit de monter à cheval et qu'on pose souvent. Jusqu'à quand? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'un jour ça va évoluer? Est-ce qu'on va devoir fondamentalement, et ça j'en ai parlé dans la dernière newsletter quand j'ai moi rédigé le billet d'humeur, je sais que fondamentalement, enfin moi je pense en tout cas que fondamentalement on va devoir changer notre façon de monter à cheval parce que on exploite, on utilise un animal à des fins sportives pour nos ambitions personnelles, et qu'il y a un jour, le grand public va venir un peu plus se concentrer sur ce qu'on fait et nous dire mais ça en fait c'est pas possible. Et donc il y a toute une partie à la fois de responsabilité quant au bien-être de l'animal, mais à la fois aussi de responsabilité environnementale et sociale, où je me dis je suis pas sûre que le monde équestre, que la filière est vraiment mesurer l'ampleur de ce qui nous attend comme chantier pour reformer notre sport de manière à le rendre viable et acceptable aux yeux du grand public. Aujourd'hui, si vraiment on rentre dans le sport, pour moi, quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'équitation et qui aurait accès à tout ce qui se passe à la maison, en concours, dans le camion, aux écuries de concours, je pense pas qu'ils nous disent que c'est normal. Mais c'est très tranché, hein. C'est une position qu'on n'a jamais prise en épisode. Non, c'est vrai. Mais peut-être qu'on pourra l'aborder. Après, c'est aussi une question. Enfin, je me mets dans le panier en fait. Quand je dis ça, c'est pas du tout une leçon de morale. Au contraire, j'ai le sentiment que qu'on n'est pas prêt en fait, tout simplement. Sauf que je pense que je suis pas sûre qu'on sera prêt le jour où le grand public va vraiment se pencher sur la question. Donc en fait, quelque part, il faut qu'on se prépare par anticipation. Je pense. Ouais. Ok. Ok. Et peut-être une des dernières questions. Quel a été pour toi le moment le plus fort d'I Am Unique et Skyline? Enfin, je t'ai déjà posé cette question, mais non. Ton meilleur souvenir d'I Am Unique et Skyline? J'arrive pas. En fait, il faudrait que je puisse faire un podium, mais de 12, parce que un souvenir, c'est super dur. Aide-moi. Toi, dis-moi le tien et après... J'en ai énormément, mais je crois que pour le coup, pour moi, l'un des moments forts d'I Am Unique et Skyline et le tournant, c'était ma première question, mais le tournant et pour le coup, le meilleur souvenir, c'est le premier Wellington. Ouais. Parce que ça a été l'amorce, même si on en avait déjà fait un ou deux, ça a été l'amorce des épisodes en anglais, déjà. Et alors, il faut savoir qu'on a passé une semaine incroyable à Wellington en 2021. Ouais. En 2022 l'année dernière. Et franchement, on a été tellement déçus quand on y est revenu cette année, parce que, pas déçus parce qu'on a vu ou quoi, mais l'année dernière, il faut savoir qu'on a vécu une semaine incroyable. Les étoiles se sont alignées pour nous faire vivre une expérience de fou. Il n'y a pas une journée qui avait été ratée, tout était génial, tout s'est bien enchaîné, on a eu des invités incroyables qui nous ont répondu au bon moment, à la bonne heure, on a vécu une des moments de fou. météo de ouf, on a vu le Grand Prix en VIP, on a vu... on a eu la chance d'aller au gala Just for l'International. C'était trop des moments géniaux. On a tellement rigolé. On avait passé une semaine incroyable. Et ça a été un moment fort à la fois dans I Am Unique et Skyline, à la fois dans notre relation à nous deux, à la fois des souvenirs. C'était des souvenirs, mais incroyables. Alors maintenant que j'y pense, j'ai la réponse à ta question. Et du coup, ça fait partie de Wellington 2022. Donc tu vois, je pense qu'on est aligné. Pour moi, c'est Eric Navet. C'est la rencontre avec Eric Navet. Parce que, pour un tas de raisons, parce que Eric, dans ma tête, c'était vraiment un monument, parce que c'était le cavalier préféré de mes parents, que quand ils ont fait leur voyage de noces, il faut savoir qu'ils sont allés en Normandie, regarder tous les grands prix de Normandie, et donc suivre Eric Navet en concours, en fait, pour le voir en piste. Et que, en fait, ça m'a permis, on a enregistré Eric Navet, et j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, vous imaginez pas comme c'était bien, et j'ai appelé mes parents et tout, et c'était fou. Et
Et pour moi, c'était vraiment genre la consécration dans ma vie, et notamment, c'était de se dire, on a enregistré Eric Navet. Non, mais c'est vrai. Mais Eric Navet, ça a été c'était la symbolique. cherry on the cake de ce. C'était symbolique, et on a passé un moment. Il faut savoir qu'on était dans Wellington, on attendait, parce que des fois à Wellington ça peut être long, on attendait des réponses d'invités, et d'un coup il y a quelqu'un, donc sans téléphone, il y a quelqu'un qui vient nous voir par derrière qui nous dit vous devez être Léa et Lorelai. Donc c'est tellement chou. Mais c'est vrai. Et on s'est retourné. Et c'était Eric Navet. Et en fait, il avait vu deux petites femmes, deux petites nanas en train d'attendre avec un coca à leur téléphone. Et il s'est dit, elles, ça doit être des Françaises. Donc, elles, c'est les filles qui m'ont écrit. Et il est venu trop gentil nous dire, on enregistrera demain. Il nous a donné l'horaire. Quand il est venu enregistrer, on a passé un moment de dingue. C'était beaucoup d'émotions. Alors ça, je sais que ça s'entend pas forcément dans l'épisode, mais la réalité, c'est qu'il y a des moments où on fait des petites pauses parce qu'il y a trop d'émotions. Donc on avait fait une petite pause parce que beaucoup d'émotions, et qu'après on avait encore parlé longtemps, et qu'après il y avait eu les appels. Enfin pour moi, le moment, si je dois en retenir qu'un, c'est Eric Navet. Ok. Bon alors, qu'est-ce qu'on se souhaite ? Alors on se souhaite de pouvoir enregistrer un épisode 100 tel qu'on l'a imaginé, et pour l'instant on n'a pas encore les réponses qu'on attend, donc on se souhaite que les étoiles s'alignent une fois encore pour pouvoir enregistrer cet épisode de ouf. D'ailleurs je me dis que peut-être on peut mettre nos auditeurs à contribution. On peut pas le dire dans l'épisode, on peut pas dire dans l'épisode ce qu'on voudrait, mais si ça vous interpelle, si vous êtes curieux, écrivez-nous et on vous mettra à contribution pour écrire à notre invité 100 qu'on voudrait enregistrer pour le ou la convaincre de nous rejoindre pour cet épisode 100. Ça, je pense que c'est bien. Et après, si on se souhaite de voir naître le projet sur lequel on travaille depuis un moment déjà, qui sera un projet incroyable pour nous et qu'on aimerait voir naître pour la fin d'année. Non ? Ouais, on se souhaite ça. Et moi, ça fait déjà 2 gros souhaits. Et on se souhaite aussi de développer de nouveaux formats. Enfin, d'arriver à développer les nouveaux formats qu'on a en tête et qui nous tiennent à cœur. Et de pouvoir continuer le chemin encore un moment. Moi, je nous souhaite vraiment de continuer à Yaman Ekestrian. Enfin, vraiment, parce que ça a sûrement transpiré dans cet épisode, mais vous n'imaginez pas ce que ce podcast nous a apporté. La passion qu'on met. Mais en fait, tu sais, même si plus personne écoute et que plus aucune marque veut participer, on continuera. Ouais, d'accord, on ira enregistrer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément dit, mais ce podcast nous a apporté tellement de choses professionnellement et personnellement. Il nous a créé tellement d'opportunités. Il nous a permis de rencontrer tellement de gens. Et c'est ouf, rien ne serait pareil sans Yaman Ekestrian, clairement. Et voilà, moi je nous souhaite que ça continue, qu'on vive autant de moments forts et de beaux moments et de moments d'émotion comme on a pu en vivre. Et voilà, et j'ai hâte de voir la suite. Franchement, j'ai hâte. Parce que même si, et on se l'a dit l'autre fois, même s'il peut nous arriver nous-mêmes d'être lassés par tout le travail qu'implique Yaman Ekestrian, à chaque fois qu'on va enregistrer, on a les mêmes étoiles dans les yeux que le premier jour. Là, on a fait un épisode à Fontainebleau, on a trop kiffé notre moment. Et les prochains, ce sera pareil. Donc j'espère qu'Yaman Ekestrian durera 10 ans. Et alors, je me disais qu'on pouvait peut-être conclure sur les mots de Yannick Bichon, qu'on a entendu tout le week-end à Fontainebleau. Qui disait ? Et que vive le sport. Ah, et que vive le sport.